Le 16 mai 1997, à la tombée de la nuit, le général qui commande la garde personnelle du maréchal Mobutu monte à bord d'une pirogue, direction Brazzaville. De l'autre côté du fleuve, il laisse derrière lui ses propres soldats, ceux censés mourir pour les protéger. Cette même nuit, ces soldats abandonnés vont exécuter un autre général, celui qu'ils appellent traître. Comment une armée bâtie sur 30 ans de loyauté personnelle, de sang et d'origine ethnique a-t-elle pu se dissoudre en quelques semaines, non pas dans la défaite militaire, mais dans la désertion de ses propres chefs? Voici les 7 hommes qui, chacun à leur manière, ont lâché Mobutu avant l'heure. Mais plus on approche du numéro 1, plus les archives deviennent très dérangeantes. Ces classements s'appuient sur des sources regroupées. Les critères retenus n'est ni la notoriété, ni la fortune amassée, mais la réalité du lâchage, au moment où Mobutu en avait le plus besoin. Novembre 1997, depuis sa résidence à Roquebrune, Cap Martin, sur la Côte d'Azur, Mobutu dirige à distance un pays qui s'effondre à des milliers de kilomètres de là. C'est de cette villa française qu'il signe les limogeages du général Sébastien Elukimonga Undo, chef d'état-major général des forces armées zaïroises. Le motif officiel n'est pas la trahison, c'est l'inverse. Eluki a critiqué publiquement l'absence de moyens accordés à une armée censée repousser l'AFDEL de Laurent-Désiré Kabila, alors que Goma et Bukavu viennent de tomber en quelques semaines à peine. Il faut comprendre ce que révèlent ces premiers dossiers. En apparence mineurs, Eluki n'a pas fui, il n'a pas négocié dans l'ombre, il n'a pas embarqué sur un jet privé avec sa fortune. Il a simplement dit à voix haute ce que tout état-major savait déjà en silence. L'armée n'avait plus les moyens de ses missions. Cette vérité-là, prononcée au mauvais moment, a suffi à les faire tomber. Le 20 novembre 1996, il est remplacé par intérim par un certain Pama Baramoto Kata, un nom qu'il faudra retenir, qui reviendra plus loin dans ce classement dans des circonstances bien plus sombres. Ces dossiers ouvrent les classements parce qu'il n'est pas un cas de désertion volontaire, mais de purge interne. Et c'est précisément ce qui les rend révélateurs. Avant même que les généraux ne commencent à fuir les navires, les systèmes de Mobutu punissaient déjà ce qui osait nommer le naufrage. La paranoïa du sommet précède la débandade du terrain. Eluki survivra à la chute du régime, contrairement à d'autres noms de ce classement. Il s'éteindra à Bruxelles en septembre 2022, l'un des rares généraux de cette liste à mourir de vieillesse plutôt que dans la fuite ou la violence. Célestin Ilunga Tshibanda occupe, dans ces dernières semaines du régime, les postes de ministre de l'Intérieur du gouvernement Likulia, les derniers gouvernements que Mobutu ait jamais formés. Dans la nuit du 15 au 16 mai 1997, il se trouve au Kanchachi, aux côtés du général Maélé, pour tenter de convaincre Mobutu d'une chose simple: partir maintenant pour éviter un bain de sang à Kinshasa. Face à eux, les généraux Mbandi, les plus fidèles, Zimbi Baramoto et d'autres, s'y opposent farouchement et dressent, selon les récits de François Soudan, une liste de 500 noms jugés traîtres au régime. Sur le moment, Ilunga Tshibanda n'est donc pas un déserteur. Il est, avec Maélé, l'un des rares à tenter une sortie des crises pacifiques. Mais c'est ce qui suit qui bascule ces dossiers dans une toute autre catégorie. Moins d'un an plus tard, en 1998, cet ancien ministre de l'Intérieur mobutiste devient chef d'état-major militaire du RCD, les Rassemblements congolais pour la démocratie, la rébellion armée soutenue par les Rwandais contre Joseph Kabila, l'homme même qui a fait tomber Mobutu. Voilà les retournements que ces dossiers exposent.
Ilunga Chamanga meurt à Pretoria le 15 juin 2001, loin du pays qu'il a servi sous 3 bannières, différentes en l'espace de quelques années. On pourrait croire que rien ne pouvait aller plus loin dans les retournements des vestes. On s'est trompé. Ce qui suit est une fuite calculée depuis le début. Le 11 avril 1997, dans un ultime sursaut, Mobutu nomme Norbert Likulia Bolongo Premier ministre. C'est un geste de dernière chance. Faire croire à 5 semaines de la chute qu'un gouvernement peut encore gouverner. Likulia hérite d'un pays qui n'existe presque plus. L'AFDEL contrôle déjà l'essentiel du territoire et Kinshasa se prépare dans la panique à un siège. Les soirs du 16 mai 1997, alors que la capitale bascule littéralement sous ses yeux, Likulia ne rejoint pas les rangs de la résistance ni ne tente d'organiser une transition depuis son poste. Il se réfugie à l'ambassade de France à Kinshasa. De là, il alerte encore Maélé d'un début de soulèvement au Kanchachi. Un dernier geste de loyauté au système qu'il vient pourtant d'abandonner en pratique. Il sera exfiltré vers Brazzaville puis Paris via l'opération française Pélican, l'un des dispositifs d'évacuation organisés par Paris pour ses ressortissants et ses alliés politiques. Ces dossiers illustrent une désertion d'un genre particulier, institutionnel plutôt que militaire, et son gouvernement censé incarner la continuité de l'État zaïrois jusqu'au bout s'est évaporé les soirs même où la capitale tombait, preuve que la fonction de Premier ministre n'était plus à ce stade qu'une coquille vide, un titre sans pouvoir réel, entretenu pour donner l'illusion que quelqu'un tenait encore les rênes. Il meurt le 25 juin 2026, dernier survivant de ces derniers gouvernements mobutistes, emportant avec lui les détails jamais révélés de ses ultimes erreurs passées à l'ambassade de France. Mais celui qui arrive juste après allait lui organiser sa sortie bien avant que Kinshasa ne tremble. L'amiral Mavua Mudima dirige le ministère de la Défense zaïroise de 1994 à 1997, aux commandes d'une armée qui, dossier par dossier, se révèle incapable de tenir tête à l'avancée de l'AFDEL. Écarté du ministère fin 1996 au début 1997, les sources varient selon la date exacte. Il ne reste pas au pays pour assister à l'effondrement qu'il a en partie laissé s'installer. Le 16 avril 1997, un mois tout juste avant la prise de Kinshasa, Mavua embarque à bord d'un jet privé, aux côtés du général Baramoto, direction l'Afrique du Sud. Ce n'est pas une fuite des paniques, dans les chaos d'une capitale en train de tomber. C'est un départ calme, anticipé, organisé, vers un pays où sa famille et ses biens sont déjà installés en sécurité. Selon les travaux ultérieurs de la Conférence nationale souveraine sur les biens mal acquis, l'amiral avait accumulé durant son mandat à la défense une fortune considérable, une fortune qui n'a, elle, jamais manqué de moyens, contrairement à l'armée qu'Eluki avait dénoncée comme exsangue dans le premier dossier de ce classement. Voilà la contradiction que ces dossiers exposent. L'homme responsable des moyens matériels des phases s'assure ses propres moyens personnels, avant tout le monde, pendant que les soldats zaïrois manquaient de munitions et de soldes. Leur ministre, des tutelles, préparait méthodiquement son exil doré. Ce lâchage-là n'a rien d'improvisé. Il a été planifié de mois à l'avance. Et pourtant, ce que va faire l'homme du dossier suivant rend cette fuite calculée presque banale. Pama Baramoto Kata n'est pas un général comme les autres dans ces classements. Il est le beau-frère de Mobutu, commandant de la garde civile, et c'est lui qui hérite par intérim du poste de Luki en novembre 1996. Après le limogeage de ces derniers pour avoir dit la vérité sur l'état de l'armée.
Mais Baramoto lui-même est écarté peu après, incapable d'enrayer les défaites successives face à l'AFDEL. Le 16 avril 1997, les mêmes jours, sur le même jet privé que Mavua Mudima, Baramoto quitte les Zaïre pour l'Afrique du Sud, exactement un mois avant la chute de Kinshasa. Ce qui distingue ces dossiers des précédents, c'est bien du sang. Baramoto n'est pas un ministre technocrate ou un général des carrières sans attache personnelle avec les maréchals. Il appartient à la famille de Mobutu par alliance, et c'est précisément cette proximité familiale qui rend son départ anticipé plus lourd d'essence. Si même les membres de la famille organisent leur exfiltration avec un mois d'avance, que reste-t-il de la loyauté clanique sur laquelle tous les systèmes reposaient depuis 30 ans? En décembre 1997, Baramoto est arrêté à Johannesburg, aux côtés d'Nzimbi et Mavua pour usage des faux documents. Les autorités sud-africaines soupçonnent alors les trois hommes de comploter contre les nouveaux pouvoirs des Kabila. Il rentrera finalement au pays après 15 années d'exil, retrouvant même une partie de ses biens à Kinshasa en 2012, contrairement à d'autres noms de ses classements. Mort en exil ou assassiné, Baramoto aura eu le temps de négocier son retour, preuve que la fuite précoce, aussi lâche soit-elle, a parfois payé sur la durée. Sinon, retenez-le, la famille elle-même n'a pas tenu. Les dossiers suivants vont vous montrer jusqu'où l'ambiguïté d'une trahison peut aller. Dans l'ancien Maelele Kobo Congo est le cas le plus disputé de tous ces classements, il faut le dire d'emblée. Selon les critères qu'on choisit de retenir, il pourrait figurer tout en haut de cette liste ou en être totalement exclu. En décembre 1996, c'est un dernier recours pour sauver un régime qui s'effondre. Mobutu nomme Maele chef d'état-major général des phases, mais dès février 1997, à peine 2 mois plus tard, Maele engage en secret des négociations avec l'AFDL et les autorités américaines pour organiser une reddition des forces zaïroises, à l'insu totale de Mobutu. Selon l'enquête de François Soudan, ces tractations impliquent des figures françaises comme Fernand Wibo, Dominique de Villepin, ainsi qu'un téléphone satellite fourni par l'ambassade américaine, permettant à Maele de rester en contact discret avec ses interlocuteurs. Dans la nuit du 15 au 16 mai 1997 au camp Tchachi, Maele est de ceux qui poussent Mobutu à fuir vers Bagdolit pour épargner Kinshasa d'un bain de sang, aux côtés de Likulia et d'Ilunga Chamanga. Mais les généraux Mbandi, les plus fidèles au maréchal, qui s'opposent à cette fuite, les considèrent déjà comme un traître actif. Dans la nuit du 16 au 17 mai, Maele est assassiné au camp Tchachi par des éléments de la division spéciale présidentielle, qui l'exécutent précisément pour cette trahison supposée. C'est ici que les dossiers basculent dans l'irrésolu. Les sources favorables à Maele, comme Média Congo, en font un héros ayant sacrifié sa position et peut-être sa vie pour éviter un massacre à Kinshasa. Les fidèles du régime, eux, l'ont exécuté en les qualifiant de traîtres au moment même de sa mort. Aucune source consultée dans cette recherche ne permet de trancher définitivement entre ces deux lectures. Étienne Zimbi Mbale Congo Ambassa n'est pas un général parmi d'autres. Il est cousin de Mobutu. Il commande la division spéciale présidentielle, la DSP, l'unité d'élite censée protéger les maréchals jusqu'à son dernier souffle. C'est l'incarnation même du système zaïrois, la loyauté du sang, placée au sommet de l'appareil de sécurité pour garantir qu'aucun étranger au clan ne puisse jamais trahir les cercles les plus proches du pouvoir. Dans la soirée du 16 mai 1997, alors que Mobutu vient de quitter Kinshasa pour Badolit quelques heures plus tôt, Zimbi fuit à son tour, non pas par la route, ni par les airs, mais par voie fluviale, en pirogue, vers Brazzaville, de l'autre côté du fleuve Congo.
Il abandonne ses propres troupes de la DSP sans commandement, sans ordre, livrées à elles-mêmes dans une capitale qui s'effondre. Cet homme, cet lâchage, une seule armée qui s'effondre, non pas sous les coups de l'Alfdel, mais sous les poids de sa propre loyauté trahie, du général purgé pour avoir dit la vérité, jusqu'au cousin qui a abandonné sa propre garde la nuit d'un assassinat. Chaque dossier de ces classements raconte la même histoire. Un système bâti sur les liens des sangs et de l'ethnie ne survit pas à l'instant où ces liens cessent de tenir.